Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages sur Public Sénat, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction avec au sommaire de ce 20 février la calinothérapie d'Emmanuel Macron envers les agriculteurs. Le président de la République recevait les principaux syndicats aujourd'hui à l'Elysée, des paysans qui maintiennent une forte pression à 4 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Ils veulent que les promesses de Gabriel Attal soient tenues rapidement et ils vont continuer de peser sur les élections européennes. Et puis dans notre second débat, on remonte le temps 80 ans en arrière, le 21 février 1944. Ce jour-là, au Mont-Valérien, 22 hommes du groupe des FTP-MOI sont fusillés, des étrangers, des juifs, des communistes qui feront demain symboliquement leur entrée au Panthéon avec Missak Manouchian et sa femme Mélinée. Pour moi, l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de tous ces étrangers méconnus, inconnus, anonymes, qui sont morts pour la France. Ce choix d'Emmanuel Macron répare-t-il une erreur mémorielle? Le Rassemblement national, dont la présence n'est pas souhaitée par les descendants de plusieurs résistants, aurait-il dû s'abstenir de venir lors de cette cérémonie? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, donc, le retour des tracteurs à la une de l'actualité. Ils manifestent de nouveau dans plusieurs villes de France. Flora Sauvage. Une réunion de crise à 4 jours du salon de l'agriculture. Producteurs, industriels de l'agroalimentaire et grande distribution se sont retrouvés ce matin au ministère de l'Agriculture pour garantir la bonne application de la loi Egalim et éviter que les agriculteurs vendent à des prix inférieurs à leur coût de production. À Calais comme à Marseille, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, ils arrêtent de parler, qu'ils agissent. C'est-à-dire nous dire on vous aime, c'est bien beau. Ce qu'on veut, c'est qu'ils le montrent par des actions concrètes. Reçu ce matin par le Premier ministre Gabriel Attal, puis cet après-midi par Emmanuel Macron, les dirigeants des 2 syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, attendent des décisions claires. On ne peut pas faire un salon de l'agriculture, entre guillemets, normal, comme si rien n'avait eu ces dernières semaines et que tout se passait bien. Depuis les annonces du gouvernement, allant du versement d'aides d'urgence à des décrets de simplification, en passant par une pause sur le plan Écophyto, les agriculteurs sont mitigés face aux avancées qu'ils considèrent comme insuffisantes. On a besoin que le président de la République il nous dise très clairement quelle est sa vision. Je l'ai dit, le président de la République s'était exprimé au début de son premier quinquennat à Rungis sur un grand discours de vision de l'agriculture. Ce discours de Rungis a vécu. On a maintenant besoin, pour le reste de sa mandature et au-delà, de savoir ce que le président de la République veut faire de l'agriculture française. Le Premier ministre Gabriel Attal tiendra mercredi une conférence de presse dédiée à la crise agricole, afin de présenter le projet de loi qui avait été suspendu au début de la mobilisation et désamorcer la tension à l'approche du salon de l'agriculture. Comment les agriculteurs pèsent déjà et vont peser sur la campagne des élections européennes? Et puis un autre thème dans notre débat, on y viendra un peu plus tard, comment LFI fait la chasse aux anti-mélenchonistes. Et pour m'entourer sur ce plateau de Sens Public, j'accueille Franck Morel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Expert à l'Institut Montaigne, ancien conseiller social d'Édouard Philippe. Anne-Charline Bézina, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, rédacteur en chef au magazine Challenge. Asdine Ahmed Chaouch, bonsoir Asdine. Bonsoir. Éditorialiste politique, bienvenue à vous. Allez, on commence par les agriculteurs. Large chapitre consacré à cette actualité. Franck Morel, pourquoi l'équation elle est si compliquée pour Emmanuel Macron ce soir? Elle est compliquée parce qu'on voit bien que le sujet qui est sur la table, c'est un sujet avec à la fois une dimension de temps court et de temps long. Et la dimension de temps court, elle appelle forcément des réponses de nature réglementaire qui peuvent être prises assez rapidement, mais elle ne suffit pas. Et on voit bien dans les interventions qu'on a entendues, on a parlé de vision, on a parlé d'actes que l'on attend. Et sur un certain nombre de mesures qui sont plutôt arrangées dans la catégorie du temps long, eh bien soit c'est des mesures qui supposent un projet de loi, et donc un projet de loi, il faut le déposer, puis il faut le voter, etc. Soit c'est des mesures qui soulèvent des questions de niveau européen, d'évolution de normes de niveau européen. Et c'est encore plus long, effectivement. Et donc, derrière cette dualité, temps court, temps long, il y a la question de la confiance, parce que le temps court, le gage de confiance, on peut le donner assez rapidement à travers des mesures qui peuvent sortir, des dispositions réglementaires. Le temps long, eh ben, il suppose de garder cette forme de confiance
pour égrener les différentes étapes de l'élaboration de la réponse. Alors ce mot confiance, j'allais justement l'utiliser, Anne-Charline Bézina, parce qu'il y a une vraie question. Alors peut-être que ça ne vaut pas pour Gabriel Attal qui vient d'arriver, mais pour Emmanuel Macron qui est aux manettes depuis plus de 7 ans, cette question-là, la confiance en la parole présidentielle. En ce moment, ce soir, il reçoit les 2 principaux syndicats agricoles. Est-ce qu'elle s'est étiolée ? Je crois en effet que ça n'est pas la première crise que vit Emmanuel Macron. Et on a parlé d'ailleurs, on a eu toute une échelle sémantique entre la crise institutionnelle, la crise démocratique, la crise des institutions, la crise de la confiance. Et je crois que vraiment le terme de confiance, c'est celui-là qu'il faut retenir. C'est-à-dire que au fond, quand on annonce quelque chose, eh bien la population a tendance à attendre maintenant du résultat. Et ici, je ne fais que paraphraser le jeune Premier ministre Gabriel Attal qui nous a dit de l'action, du résultat, du résultat, du résultat. Pour il y avait aussi de l'ordre, de l'ordre. Donc, au fond, on se rend bien compte que ça ne suffit pas de le dire et qu'il faut évidemment des actions concrètes. Néanmoins, je vous rejoins, des actions concrètes. On est quand même dans notre système étatique qu'il faut chérir. Hein. Je ne suis pas du tout dans une attaque en règle contre les institutions, mais prendre un règlement européen, c'est pas des choses qui se font sur un coin de table. Donc, je pense en effet que la méfiance à l'égard des annonces, elle est justifiée parce que le temps qu'il va falloir est plus long que ce qu'il n'y paraît. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que on ne veut pas que la crise, finalement, s'enlise à nouveau, comme on a pu le voir pour la réforme des retraites ou pour les Gilets jaunes. On a l'impression que l'équipe gouvernementale est ici complètement dans un vocabulaire d'empathie, dans cette idée d'éviter on va dire qu'un départ de feu soit véritablement avéré dans cette crise-là. Néanmoins, c'est sûr que quand on voit maintenant qu'on est dans une révolte contre les administrations, ça nous prouve bien qu'on est rentré dans quelque chose de presque systémique qui peut être vraiment profondément dangereux. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, faisait référence au discours de Rungis. Est-ce qu'il y a pour vous, Thierry Fabre, une mise en cause quand même de la responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron dans cette crise agricole ? Totalement, parce que sur l'agriculture, on peut dire qu'il a échoué. Quand on se rappelle la campagne de 2017, il avait fait le bon diagnostic. Le problème du prix de vente des agriculteurs, il l'avait bien théorisé. Il a fait beaucoup de meetings avec eux. Il y a ce fameux discours de Rungis où donc le projet c'était de revaloriser les prix agricoles. Et puis après il y a des lois. Alors il a fait passer 2 lois. Ils appellent les lois Egalim qui sont extraordinairement techniques avec de nombreux amendements. Enfin c'est deux grosses lois qui avaient pour but de garantir un revenu suffisant aux paysans. Et sur le fond, ça a échoué. Échoué pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que la loi ne peut pas se substituer au rapport de force. Oui, c'est pas seulement de sa faute, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, ça a été le mauvais remède pour faire face à un rapport de force qui est que face à des paysans atomisés, vous avez des grandes surfaces et vous avez des industriels. Et donc, dans ce jeu de négociation sur les prix, eh bien, les paysans ont malheureusement perdu. On s'est rendu compte, pourtant on y est allé à 2 fois, il y a eu la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, qu'on n'a pas réussi à trouver le bon moyen institutionnel pour réparer ce rapport de force. C'est pour ça que je reprends votre expression du temps long, elle est très intéressante parce que, effectivement, sur le temps long, Emmanuel Macron a perdu. Donc, que va-t-il dire pour rassurer et pour dire, écoutez, faites-moi à nouveau confiance, à nouveau sur le temps long. Et donc, c'est pour ça que la contradiction, je reprends ce que vous disiez, sur le fait que... Et Gabriel Attal fait le job à court terme. À court terme, il donne aux agriculteurs ce qu'ils veulent. Les mesures d'urgence, grosso modo, il va les détailler demain, elles sont là. Mais effectivement... Ça coûte 400 millions. Hein. Oui, mais donc mais effectivement, il y a des crises qui n'ont pas été traitées. Mais sur le problème de fond de garantir des prix suffisants, il faudra croire à nouveau à Emmanuel Macron, et là, on ne peut qu'être sceptique. Franck Morel. Je voudrais rebondir aussi sur un autre aspect qui est l'aspect suivant. On a la proximité du salon de l'agriculture qui joue indéniablement, parce qu'effectivement, de la part des agriculteurs, il y a la conscience du fait que jouer sur cette proximité est un levier de force dans la négociation. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a un second élément qui est qu'on voit bien, on a vu dans les précédents conflits sociaux qu'on a pu connaître, que la France a pu connaître dans les derniers mois et dans les dernières années, qu'on a la question récurrente de base et capacité des corps intermédiaires d'avoir une force, une sorte de maîtrise de cette base. Et on voit bien que s'agissant de la crise agricole, on a des organisations qui sont puissantes et qui arrivent à doser de manière extrêmement fine leur discours pour rester en phase avec la base, justement, et jouer de ce levier. Et ça, c'est à la fois quelque chose de très intéressant pour les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, c'est la capacité à avoir en face de soi des acteurs qui sont
fiables et avec lesquels on peut engager une discussion. Et en même temps, c'est un levier extrêmement fort pour les différentes organisations agricoles qui sont dans le jeu. Oui, alors on l'a vu dans notre reportage d'ouverture, il y a des opérations qui ont été menées de nouveau un petit peu partout en France, notamment opérations de contrôle, regardez, menées par des agriculteurs ce mardi matin à Calais, pour s'assurer que les produits fabriqués en France, enfin estampillés fabriqués en France, le sont vraiment. Alors là, c'était donc grande surface, rayon boucherie-charcuterie, avec les jeunes agriculteurs qui avaient ciblé ce point particulier. Et puis autre action à Marseille, on a entendu le président de la FNSEA de la région PACA dans le sujet de l'ouverture, mais je vous propose un autre extrait de son intervention. Regardez. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas les lâcher et il faut qu'ils sachent que le salon de l'agriculture sera sous pression. Nous y serons et nous ne serons pas là pour agrémenter leur service com. Nous serons là pour les haranguer et pour obtenir des choses. Je resterai avec vous, Franck Morel, parce que vous avez été le conseiller social d'Édouard Philippe. Ça se prépare comment, une visite au salon de l'agriculture? Comment on démine, quoi? C'est toujours extrêmement périlleux. Le verbe déminer est le verbe qui convient en la matière, parce qu'effectivement, ça veut dire que vous êtes amené à prendre un certain nombre de contacts en amont, de prendre un peu la température, de voir de quelle manière va pouvoir bien, mal, avec facilité, avec difficulté, être organisé la visite. Il est évident que de la manière dont les choses s'annoncent, on aura forcément une séquence d'interpellation ou de dialogue un peu musclé, comme ça a pu être le cas dans le passé. On a en mémoire des images du président de la République ayant une discussion un peu vive au salon de l'agriculture, avec des interlocuteurs. Alors, à l'époque, c'était sur des questions liées à l'opposition environnement, production, et capacité à concilier les exigences des deux. Mais il est fort probable, effectivement... Alors, ça veut dire une préparation assez active de la part des conseillers, de la part des cabinets, de la part d'ensemble des acteurs. Ça va pas suffire de toucher que des vaches et de rester. Mais de toute façon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Les fondamentaux, de toute façon, vous aurez beau préparer le plus activement possible, vous aurez forcément une séquence de discussion. Et c'est cette séquence de discussion qu'il faut préparer. Alors ça lui fait pas peur. Hein. Non, il aime bien. Emmanuel Macron, par rapport à d'autres, ça lui fait pas peur d'affronter l'opposition. On l'a vu dans la campagne 2017, l'affaire Whirlpool. On l'a vu dans beaucoup de... Depuis le début, il est entré en politique. Moi, j'ai souvenir de cette campagne 2016 où, quand il voyait des syndicalistes près d'une usine, il allait les voir, alors que son service d'ordre voulait un petit peu qu'il passe son chemin. Donc, ça ne lui fait pas peur. Simplement, c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu l'Himalaya. C'est quand même la très, très grande difficulté de gens qui sont chauffés à blanc. Et il va devoir se sortir les tripes. Oui, et puis il y a quand même je parle souvent d'équations difficiles à résoudre depuis 2 jours, je sais pas, c'est mon expression de la semaine, je sais pas pourquoi, mais Anne-Charlotte, il y a quand même cette question des finances de l'État, des finances publiques, de l'État, de nos finances. Bruno Le Maire a annoncé un nouveau plan d'économie de 10 milliards d'euros. Je le disais tout à l'heure, Gabriel Attal a déjà lâché 400 millions. Bref, il n'y a plus grand-chose à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Face à une revendication qui est toujours aussi, ou quasiment aussi forte. Et puis c'est un danger parce qu'il y a un risque avec cette politique du chèque dont on parle aujourd'hui beaucoup. C'est que vous ne soldez pas finalement le problème. Vous mettez un sparadrap sur une jambe de bois. Vous allez promettre du court terme. On parlait de l'urgence. Mais finalement, toute crise appelle une réponse en urgence. Mais précisément, l'urgence en matière financière, ça n'existe pas. On est obligé d'inscrire ça dans des budgets longs, voire même pluriannuels. Et donc, toutes ces questions, elles vont évidemment nous retomber puis un peu d'ingratitude aussi parfois. À l'automne. Pardon de vous interrompre. Ce qui a été donné, c'est pas seulement, je parle pas seulement des agriculteurs, mais ce qui a été donné, voilà, c'est acquis, on n'en parle plus. Mais je crois en effet que c'est pas à mettre au crédit des politiques qui ont... C'est un nouveau désavantage de cette politique du chèque, c'est-à-dire que ça n'est jamais assez. Au fond, quand vous ne soldez pas de problème à la source, y répondre par une question de financement, c'est à la fois satisfaisant et trop partiel. Donc je pense vraiment que, en tout cas, l'interministériel entre Bruno Le Maire et son Premier ministre et son ministre de l'Agriculture doit vraiment essayer de bien se faire et mieux que ça. Alors, la dimension passionnante de ce conflit, c'est qu'elle est également européenne. On va en reparler tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue à vous. Bonsoir, il y a des manifestations dans plusieurs pays d'Europe, on le dit depuis quelques semaines. Dernière en date, aujourd'hui, en Pologne. Tout à fait. Et dans le contexte actuel, on peut le dire, c'est une mobilisation qui s'accompagne presque d'une crise diplomatique, on va le comprendre. Nous sommes dans l'est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne. Des tracteurs sont réunis comme ça avec les drapeaux polonais. Selon l'agence France Presse, c'est une centaine de routes
et des points de passage frontaliers vers l'Ukraine qui ont ainsi été bloqués. 2 trains ont été ouverts. Les agriculteurs ont déversé les céréales sur le sol, comme on le voit sur ces images diffusées par un ministre ukrainien. La compagnie publique ukrainienne des chemins de fer s'est déclarée indignée ce matin. La tension qui montait depuis plusieurs jours. Hier, Volodymyr Zelensky a enregistré un message sur Telegram. Il a dénoncé ces mouvements de colère polonais. Écoutez le président ukrainien. Et que dire de la situation qui, malheureusement, démontre chaque jour l'érosion de la solidarité. Ce qui se passe à notre frontière occidentale, la frontière avec la Pologne. Cette situation ne peut être perçue comme quelque chose de normal ou d'ordinaire. Il faut une justice simple et claire. Seuls 5% de nos exportations agricoles passent par la frontière polonaise. En réalité, la situation ne concerne pas les céréales, mais plutôt la politique. Alors, il n'y a pas seulement la question ukrainienne, évidemment, dans ce conflit. D'autres pays sont touchés par des mouvements agricoles en Europe. Oui, Thomas, on note la Grèce, la République tchèque, l'Italie ou encore l'Espagne. Dans ce pays, le ministre de l'Agriculture a reçu les syndicats agricoles vendredi dernier. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France, en fait. Au cœur des reproches de ces agriculteurs, il y a les démarches administratives trop complexes pour toucher les aides de la PAC, ou encore des normes environnementales jugées trop contraignantes. Et surtout l'idée que les marchandises venues des pays non européens ne respectent pas ces mêmes normes. Écoutez la déclaration après la réunion du ministre espagnol de l'Agriculture. Nous nous sommes engagés à défendre dans toutes les organisations internationales, en particulier l'Union européenne et l'OMC, le principe de réciprocité dans l'utilisation des produits phytosanitaires dans la production alimentaire. Ce que l'on appelle communément les clauses miroirs. Ce qui est interdit ici dans l'Union européenne ne peut pas, selon nous, être utilisé dans un produit importé dans l'Union européenne en provenance d'un pays tiers. Voilà, ces clauses miroirs promises également par le Premier ministre français Gabriel Attal, mais des mesures très difficiles à mettre en place. Lorsqu'un marché les met en place, ces clauses, elles sont souvent suivies de mesures de rétorsion de la part du pays visé, et cela a des conséquences négatives lorsqu'on exporte notamment vers ces pays. Merci beaucoup Quentin. Franck Morel, on est vraiment dans ce que vous décriviez tout à l'heure, là, ce décalage tant court, tant long, parce qu'une clause miroir, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, il faut le temps de la négocier, il faut le temps de la mettre en œuvre, il faut que la mise en œuvre n'ait pas d'effets pervers tels que ceux qui ont anticiper les mesures de rétorsion. Voilà, qui viennent d'être présentées. Et puis, l'autre difficulté, c'est que ces décisions sont des décisions collégiales, sont des décisions qui ne dépendent pas que de l'Espagne, par exemple, ou de la France. Et on le voit à travers, par exemple, le débat qui s'est ouvert sur le traité Mercosur. La position du président de la République sur le traité Mercosur est claire. La position de la présidente de la Commission européenne est plus prudente, également au regard de la proximité des élections européennes et du fait qu'elle espère être reconduite. Voilà. Et puis si on regarde du côté de l'Allemagne, au contraire, on y est très favorable. Du côté d'autres États, notamment l'Allemagne, puissant voisin, la position est d'une autre nature. Et donc ça, les agriculteurs le voient bien, le savent bien, qu'affirmer une position, c'est une chose. Déjà, il faut donner des gages de cohérence de cette position, parce qu'a été mis en lumière le fait qu'on peut avoir une position sur Mercosur et on peut peut-être avoir une autre position sur des questions de traité avec des pays sud-américains, je crois qu'il s'est posé également récemment. C'est peut-être une possibilité, il faut rentrer dans la technique, je me garderai bien de me prononcer là-dessus, mais on voit bien que soulever la question et derrière soulever une question de cohérence qui est redoutable. Anne-Charline Bézina, on est au cœur de la campagne, de ce que doit être d'ailleurs une campagne pour des élections européennes. Mais précisément. C'est ça qui est très intéressant aussi dans ce conflit, parce qu'elle pose une vraie question sur ce que peut faire l'Europe, sur ce qu'elle a fait, comment elle peut faire évoluer son modèle et avec quelles conséquences sociales. C'est pour ça que cette crise, je la trouve passionnante. Je crois en effet qu'on est dans une période où l'Union européenne doit aussi faire le bilan de son passé. La politique agricole commune, elle a été mise en place
dans les premières politiques communes de l'Union européenne. Et en fait, elle avait des effets escomptés qui ne sont pas forcément les effets qu'elle a eus et des effets pervers qui sont aujourd'hui très nombreux de la part de nos agriculteurs français. On s'est rendu compte aussi de difficultés avec le droit des aides d'État, beaucoup de choses qui font que la Commission apparaît aujourd'hui comme n'étant pas forcément en faveur de nos corps intermédiaires, nos agriculteurs, etc. Sauf que c'est vrai que faire de cela un gigantesque combat contre la norme, c'est aussi mal comprendre nécessairement ce que l'Union européenne apporte en contrepartie aux agriculteurs. Donc, en effet, faire des bilans, remettre sur la table, c'est des choses que l'Union européenne accepte assez bien. Par exemple, on connaît très peu, mais le Parlement européen publie chaque année des directives, des recommandations à l'égard de la jeunesse pour leur proposer plus d'Europe, moins d'Europe, voilà ce que fait l'Europe, etc. Et ce sont des choses dont on discute trop peu, voire pas du tout dans le débat public français et pas seulement français. Donc c'est vrai que je crois que c'est le moment, en effet, de se poser la question de savoir comment on pourra avoir une Union européenne, vraiment avec ce terme d'union, avec des diversités, tout en ne pouvant satisfaire tout le monde, mais en essayant de créer des solutions à ces crises. Thierry Fabre, est-ce qu'il y a, parce que soyons pas angéliques, aussi quelques arrière-pensées politiques chez certaines organisations agricoles, en France et ailleurs d'ailleurs, pour peser justement sur ces élections européennes, puisqu'on voit bien que le modèle de mutation de l'agriculture européenne vers une agriculture plus écologique n'est pas forcément accepté par tous les agriculteurs, que ce soit en France ou ailleurs. Donc est-ce qu'il y a là cette idée de finalement favoriser les partis politiques qui veulent freiner sur la transition écologique? Sans aucun doute, et l'offensive, elle est clairement anti-écologiste. Ouais. Bon, moi, je suis sidéré quand même de la réaction de Gabriel Attal qui a donné son OK à toutes les revendications, y compris celles qui remettent en cause quand même les avancées écologiques. Exemple, les pesticides. On suspend le plan pesticides. On sait que la France est un très gros pays consommateur de pesticides, le numéro 1 en Europe. C'est un problème récurrent. Bon, il y avait ce plan, alors il peut être critiquable dans la mise en œuvre, là on le suspend. On voit bien que le gouvernement a choisi son camp pour donner raison aux agriculteurs par rapport aux écologistes, et y compris vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, elle est quand même accusée avec son Green Deal d'aller trop loin dans la mise en œuvre de normes écologiques, et on voit bien que le gouvernement français, pour l'instant, choisit son camp. Oui, mais on peut dire aussi que là, et en cela les agriculteurs ont raison, c'est le meilleur moment pour se poser cette question. À quelle vitesse on opère cette mutation? Tout à fait. On peut se poser la question, simplement, il ne faut pas faire pencher le balancier. Et quand on voit bien qu'en ce moment, il penche à plusieurs niveaux, y compris dans la répression des manifestations. C'est-à-dire qu'on a vu des manifestations écologistes réprimées par les forces de l'ordre. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui soient passées à ce niveau-là sur les routiers où on laisse faire. Donc, effectivement, on doit se poser la question de la mise en œuvre, et notamment des normes. Là, c'est un sujet qui ressort, qu'on n'avait pas vu venir. Et avec notamment cette police écologiste qui existe en France, enfin de l'environnement, qui est critiquée. Tout cela remonte. Moi, ce qui me gêne, quand même, c'est le choix qui a été fait. On a l'impression qu'on se dit, bon, il y a trop de problèmes dans les campagnes, donc l'écologie, on verra plus tard. C'est quand même ce qui ressort des décisions qui ont été prises. Pour prolonger sur cet aspect politique, il y a aussi une récupération politique du RN quand même. On les a vus pas mal lors des manifestations. Il y a même eu des militants de l'ultra-droite. On a vu beaucoup de responsables politiques s'associer à ces mouvements. Est-ce que celui ou le parti qui en tire profit, c'est le Rassemblement national, à qui profite le crime, quoi? La réponse est dans la question, d'une certaine manière, effectivement. C'est le Rassemblement national et d'une manière générale les mouvements souverainistes, Reconquête aussi, tous les mouvements qui remettent en question l'action européenne, effectivement. Alors après, moi, je rebondirais sur ce que vous disiez sur la priorité en direction des agriculteurs ou en direction de l'écologie. Je crois qu'il y a une dimension qui est probablement prise en compte dans ce choix, dans cette orientation. C'est aussi la manière dont l'opinion publique se prononce et se positionne sur ces deux dimensions. On voit particulièrement que sur la question de la crise agricole et des revendications des agriculteurs, l'opinion publique est très majoritairement, très massivement, c'est des chiffres proches de 80-90%, en soutien des revendications des agriculteurs. Ce qui explique aussi la raison pour laquelle on a laissé les manifestations se faire sans faire intervenir la police. Exactement, ce qui explique le positionnement par rapport aux manifestations. Et en revanche, sur les questions environnementales, on voit bien que l'opinion,
elle est plutôt, elle donne plutôt un écho favorable à la prise en considération de ces questions environnementales, mais elle est plus partagée sur la manière d'apporter une réponse. On voit bien à travers notamment un regard sur ce qui est parfois appelé l'écologie punitive, qui est plus, je dirais, plus sévère à l'égard de la manière dont les mesures peuvent être prises. Et donc, il ne faut pas occulter, à mon avis, dans ce choix de réponse, cette prise en considération d'une opinion publique qui, d'un côté, va être très massivement en faveur d'un mouvement, et de l'autre est plus balancée. Anne-Charlène, un mot rapide là-dessus. Un mot rapide sur le terme de suspension, parce que c'est vrai qu'on en a parlé de la suspension des obligations phytosanitaires. On ne suspend pas une norme. Ça n'est pas possible. L'application de quelque chose qui a été négocié à 25, à 27, ça n'est pas possible aujourd'hui. Donc même cette suspension du plan, alors on a dit jusqu'au salon de l'agriculture, donc c'est très bien, il nous reste 72 heures, mais la vérité c'est celle-ci, c'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de l'engagement, on est peut-être allé aussi trop loin pour faire des promesses rétrogrades. Et on en revient au mot confiance en la parole. Et on en revient au mot confiance et à ne surtout pas, à mon avis, opposer l'environnement à l'agriculture, parce que certes, il y a une fluctuation de l'opinion, mais au fond, les pouvoirs publics, dont Emmanuel Macron, s'était très volontairement fait le chantre d'une écologie avant l'opinion, en disant on va éduquer cette opinion en leur apprenant quelle est la nouvelle voie. Donc si on continue comme ça, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, ces élections européennes, on y reste avec cette fébrilité qui gagne les rangs de la majorité présidentielle qui n'a toujours pas de tête de liste. Gilles Boyer, député européen, proche d'Édouard Philippe, propose l'ancien ministre des Affaires européennes, Clément Beaune. C'est dans une interview au Figaro. Il réunit toutes les qualités pour mener la campagne. Il a été conseiller Europe d'Emmanuel Macron, puis ministre des Affaires européennes, etc., etc. Franck Morel, quand Gilles Boyer parle, c'est Édouard Philippe qu'on entend. Oh bah si. Pourquoi parler, j'imagine, probablement avec Édouard Philippe. Voilà, pourquoi l'ancien Premier ministre met-il la pression ? Ce que dit Gilles Boyer, il met en avant un aspect qui me paraît intéressant, qui consiste à dire, si on cherche quelqu'un qui coche toutes les cases que l'on veut cocher, on l'aurait déjà trouvé. Il n'existe pas. Oui. Et donc, à partir de là, il faut aller vite, c'est le message. Et je pense qu'il n'est pas neutre, par ailleurs, que Gilles Boyer mette en avant une personnalité qui est plutôt présentée comme, à juste titre d'ailleurs, comme venant de l'aile gauche de la majorité, alors que Gilles Boyer, lui, est membre d'Horizon, plutôt de l'aile droite de la majorité. Et donc, c'est pas neutre, effectivement, dans l'équilibre global et dans la volonté d'avoir toute sa place au sein de la majorité, de faire cette proposition. Et cette proposition, là. Ensuite, Clément Beaune... Est-ce qu'il veut y aller, lui ? Alors, je ne sais pas si Clément il est désormais député veut y aller, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas de diplôme, on va dire, ou d'examen de passage à faire pour montrer qu'il est un spécialiste des questions européennes. C'est indéniable. Il a été conseiller Europe, il a été ministre même sur ces questions. Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui, de ce point de vue-là, a toute légitimité, on va dire, à conduire la liste de la majorité. Sera-ce le cas ? Ça pose quand même, Anne-Charlène, la question de la désignation, quoi. On est dans le fait du prince, c'est Emmanuel Macron qui va choisir tout seul dans son coin, parce qu'il y a ça aussi derrière le petit coup de colère d'Édouard Philippe via Gilles Boyer. On aimerait bien être concerté, quoi. On est, à mon avis, j'ose le terme, dans une crise de la Macronie, du En Marche, parce que on est déjà dans une majorité de coalition, avec Horizon, avec le Modem, etc. Et donc là, on va présenter une liste pour les dernières élections avant... l'impossible réélection d'Emmanuel Macron. Donc, nécessairement, la question de l'identité, et surtout sur la scène européenne, qui avait fait partie vraiment du cœur de cible d'Emmanuel Macron, eh bien, là, c'est vraiment la question cruciale. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur la personne qu'on va choisir, et que c'est ça, l'énorme pression qui pèse sur la majorité, c'est quelle est la cohérence interne de ce mouvement qui survivra, en tout cas qui doit survivre à son chef, et qui doit arriver à trouver une incarnation sur la scène la plus épineuse qui soit. Enfin, tout le monde le sait, mais c'est le 9 juin, on ne va pas leur rappeler la date, mais ça va finir trop tard. Il y a urgence. Un peu le cadeau empoisonné. L'important, c'est de voir que les courbes, le grand écart, se creusent. Oui, parce on publie justement dans quand la majorité n'est pas représentée, forcément... On publie un article avec les courbes de sondage depuis 6 mois. On voit bien que la Macronie commence vraiment à s'effriter. En revanche, le Rassemblement national, depuis le mois de décembre, depuis le vote de la loi immigration, on voit que le Bardella augmente dans les sondages. Donc l'écart est de plus de 10 points. Alors on peut se rappeler qu'aux dernières élections, la Macronie avait fait un retour assez inespéré à la fin. On peut se dire aussi que effectivement c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui vont sans doute faire campagne, ce qui limite l'enjeu du choix de la tête de liste. Il n'empêche que ils partent avec un sérieux handicap, et on a fait le tour un peu de certains pans de la Macronie. En ce moment, c'est un peu la grosse angoisse.
Vous voulez, ils s'attendent vraiment au gros plantage. Oui, mais alors Clément Beaune, j'y reviens, il coche toutes les cases peut-être, mais il lui en manque une. C'est peut-être la confiance d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est la plus importante, parce qu'il y a quand même la loi immigration qui est passée par là. Il fait partie de ceux qui ont, on va dire, roué dans les brancards. C'est ça. Donc, donc vous y croyez à Clément Beaune? Personnellement, non, à cause de ça. À cause de cette case qui n'est pas cochée. Parce qu'effectivement, il coche toutes les autres. Bon, ok, on verra bien. Il y a un dernier thème dont on va parler dans ce débat, et on est toujours dans cette perspective des élections européennes, et qui concerne la France insoumise. Dans quel état et surtout avec quelle troupe LFI va-t-elle mener cette campagne des européennes? On peut se poser la question après la nouvelle charge de Jean-Luc Mélenchon ciblant Clémentine Autain, qui l'accuse de sabotage. C'était dans l'Obs, la députée de la Seine-Saint-Denis, qui lui a répondu hier. Asdine, on est à 4 mois des élections et la France insoumise est en train d'imploser, la guerre s'intensifie. Alors, imaginons un groupe de musique, par exemple, qui a connu un certain succès dans le passé et qui est en train de se déchirer sur scène, en public, devant tout le monde. La star en retrait officiellement, n'a pas tout à fait décroché, et impose de composer lui-même, elle-même, les morceaux et parfois même de les chanter. Les autres membres du groupe, lassés par ses solos, commencent à le faire savoir aux fans. La vieille gloire contestée, c'est Jean-Luc Mélenchon, et la dissidente, c'est Clémentine Autain, et ça donne ça. Donc rassemblons-nous, plutôt que de passer son temps à expliquer que ce serait mieux si on était dehors, ou à nous exclure de tout, ou à nous envoyer des noms d'oiseaux, comme j'en ai lu encore hier dans le journal. Ça me paraît pas correct. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un frein au développement de la France insoumise? Ce qui est un frein au développement de la France insoumise, c'est d'avoir des comportements d'exclusion et de ne pas supporter qu'il y ait des débats qui doivent pouvoir avoir lieu. C'était donc hier sur France 5. Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis, figure incontournable de la France insoumise, est devenue symbole de la fronde anti-Mélenchon. Elle reproche donc au fondateur du mouvement une gestion clanique des prises de décision et paradoxe pour un mouvement qui prône plus de démocratie dans notre Constitution. La députée fustige l'autoritarisme de l'ancien candidat à la présidentielle. En retour, donc, Jean-Luc Mélenchon a donc répliqué. La forme, elle est intéressante, une boucle télégramme avec des accusations très dures. Il a pointé des coups dans le dos en pleine campagne électorale. Même si tout cela était latent, ce déballage en public, de manière si nette et explicite, c'est quand même une première. Alors, il y a plusieurs crises qui ont conduit à cette situation explosive. Oui, la première, c'est évidemment l'affaire Adrien Quatennens, le député du Nord, condamné pour violence conjugale. Une partie des Insoumis n'avait pas apprécié le soutien de Jean-Luc Mélenchon à celui qu'il considère comme son ami. Certains s'étaient sentis un peu piégés par cette prise de position. Et puis il y a eu des mises à l'écart de la direction, des cadres historiques en 2022, Alexis Corbière, François Ruffin, Éric Coquerel et donc Clémentine Autain, des compagnons de route écartés par le coordinateur actuel Manuel Bompard, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Forcément, ça crée des frustrations et des vexations. Enfin, l'explosion de la NUPES, elle a décomplexé ceux qui veulent désormais s'en prendre au patriarche. La fin de cette grande alliance de gauche imaginée lors des dernières législatives n'a pas résisté au désaccord, notamment sur le conflit au Proche-Orient. Et donc avec un Jean-Luc Mélenchon qui est de plus en plus contesté en interne, et cette question de la succession, c'est plus un tabou? Oui, et c'est même étrange en fait de répondre à cette question, puisqu'officiellement il n'a plus de fonction en fait chez LFI. Il a même une formule pour ça. Il dit « Je ne suis pas à la retraite, je suis en retrait ». En vrai, il est loin d'avoir accroché. Il n'a jamais dit qu'il ne se représenterait pas en 2027, mais pour la première fois, un candidat sérieux semble pouvoir le remplacer dans le cœur des militants, mais surtout dans les sondages. François Ruffin, le député de la Somme, serait la personnalité préférée des électeurs de gauche. Et chez les fans insoumis, cette petite musique, c'est un peu le tube du moment. Merci beaucoup, Asdine. Je voudrais qu'on parle d'abord du fonctionnement de LFI, Anne-Charline Bézina. Dans ses choix stratégiques ou même ses procédures de sanctions, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est démocratique, oui ou non? Et puis derrière ça, en fait, c'est chaque parti ou mouvement qui décide de ses règles? Alors, ça, c'est une belle chose de notre Constitution, de notre droit, qui consiste à traiter nos partis politiques comme des associations de la loi de 1901, c'est-à-dire finalement comme n'importe quelle association de philatélie, de quartier. Et c'est l'idée, c'est-à-dire qu'il y ait une démocratie interne qui permette d'être organisée hors des champs du pouvoir, de manière à ce qu'il y ait de la diversité de vues. Ça, c'est très sain. C'est ce qu'a voulu le général de Gaulle. On a quand même réussi à lui faire inscrire le terme de parti politique dans la Constitution in extremis, mais voilà où nous en sommes, et c'est évidemment
évidemment heureux dans une démocratie. Quant à la France insoumise, c'est vrai qu'il y a cette énorme particularité de ce parti qui est un parti personnel, au fond. Puisqu'on le voit bien, il a été créé sous l'ascendance de cet homme qui est Jean-Luc Mélenchon. Il avait d'ailleurs dit, lorsqu'il s'est mis en retrait, qu'il se mettait en retrait pour l'influencer intellectuellement. Il avait même imaginé une université des LFI. Donc c'est dire à quel point pour lui, la matrice idéologique, ça reste lui, ça reste sa pensée, ça reste sa personne. Et donc je pense qu'il a un mal fou. C'est très différent ailleurs. Pardon de vous interrompre encore une fois. La culture du chef, c'est évidemment quelque chose sur lequel on bute depuis à peu près 1789 en France. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'on a un problème avec les partis, en tout cas avec l'identité du chef. Mais ici, je crois qu'en fait, c'est plus qu'un problème d'incarnation. C'est un problème finalement d'arriver à lâcher un petit peu la corde, puisque on voit qu'il y a des dissidences, il y a des nouvelles têtes qui veulent émerger, et qu'il y a finalement un peu cette idée de leur mettre la tête sous l'eau. Donc moi, je crois que le problème du fonctionnement interne des LFI, c'est peut-être de ne pas permettre assez d'oxygénation. Peut-être que la différence avec d'autres partis, c'est qu'il n'y a pas de courant. En fait, on a l'impression que chez LFI, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'aile droite. C'est très neuf. Oui, je crois que c'est le parti le moins démocratique. Il y a 0 élection. Ça se joue entre quelques personnes, c'est-à-dire que c'est extraordinaire qu'un parti qui veut donner des leçons de démocratie et qui a des projets avec la 6e République pour transformer notre démocratie soit le parti le moins démocratique. Mais même dans les procédures de sanctions, les sanctions contre Raquel Garrido, elle le raconte. Une fois, il y a un juge, puis il y en a 2, puis il y en a plusieurs, puis on revient à 1. Enfin bon, c'est vraiment... en tout cas, l'impression que ça donne en écoutant Raquel Garrido, c'est que c'est à la tête du client. Complètement. Et c'est pour ça que le projet, là, il y a... Vous n'en avez pas parlé, mais ce qu'on appelle un shadow cabinet qui s'est mis en place, c'est-à-dire des membres historiques qui contestent Jean-Luc Mélenchon, qui imaginent désormais des primaires. Parce que parler de primaire à Jean-Luc Mélenchon, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il commence à se dire, pour remplacer le chef, il faudra quand même juste un processus démocratique. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été le cas dans ce parti. Ce qui serait assez sain, Franck Morel. Ça veut dire quoi, les frondeurs, appelons-les les frondeurs, ils veulent s'approprier la marque, en fait. Non, mais ce qui saute aux yeux, et vous l'avez mis en lumière, c'est effectivement, parce qu'on pourrait dire, mais dans d'autres mouvements politiques, ou dans l'histoire des mouvements politiques, il y a d'autres exemples où on avait le culte du chef, etc. Sauf que là, ce qui saute aux yeux, c'est effectivement la contradiction énorme entre, d'un côté, ce qui est professé, ce qui est défendu à travers le concept notamment de 6e République, et de l'autre, l'application interne qui est aux antipodes de justement ce qui est demandé. Et c'est ça aussi qui génère en interne un certain nombre de réactions. C'était vrai aussi au moment de l'affaire Quatennens. Oui, ça a été très fort au moment de l'affaire Quatennens, avec effectivement, on voit bien un sentiment de 2 poids 2 mesures envers des personnalités extérieures, quelles qu'elles soient, qui étaient pointées du doigt dès la mise en cause, et dès lors que ça concerne quelqu'un qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon, une mise en avant. On fait beaucoup moins de cas de la parole des femmes. Voilà, c'est l'impression qu'on avait en tout cas. Voilà, l'impression de 2 poids 2 mesures. Mais ça met en lumière aussi quelque chose, à mon avis, qui est très ancien. C'est ce qu'avait théorisé à l'époque, je crois que c'était Manuel Valls, qui avait parlé des 2 gauches, avec le fait qu'il y avait d'un côté une gauche qui restait attentive aux valeurs républicaines, à la laïcité, à l'histoire effectivement de ce qu'est la gauche sous la 3e République même, on pourrait remonter. Et puis d'un autre côté, la gauche que représente Jean-Luc Mélenchon, et qui n'a pas toujours été d'ailleurs dans cette mouvance-là, parce que le Jean-Luc Mélenchon des origines était plutôt quelqu'un qui était un défenseur de la laïcité dans sa globalité, et pas uniquement d'une partie, d'une certaine vision de la laïcité, on va dire, voire même pas du tout de la laïcité dans certains cas. Et donc ça remet en lumière. C'est d'ailleurs pour ça que la famille de Robert Badinter, et c'est pour ça que la particulièrement son épouse Elisabeth, ne souhaitait pas qu'elle LFI soit présent aux obsèques et à l'hommage national de Robert Badinter, absolument. Mais du coup, ça met en lumière cette opposition. Et derrière, la question politique qui vient derrière, c'est est-ce qu'à un moment donné, on verra ou pas une traduction politique de ces 2 gauches et de cette opposition même qui traverse probablement l'intérieur de LFI. Alors, François Ruffin, aujourd'hui, c'est une vraie menace. C'est peut-être lui qui peut incarner cette deuxième voie. On va en parler. Merci de me tendre la perche de François Ruffin. Mais je vous propose d'abord d'entendre Adrien Quatennens, donc sorti de sa, entre guillemets, diète médiatique. Il avait été condamné, je vous le rappelle, à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Il était sur BFM TV hier soir et il affirme que beaucoup de Français souhaitaient son retour.
qui nous regardent sont les seuls juges à la fin. Et voilà, moi, c'est notamment à eux, à elles, que je m'adresse. Vous savez, si je reviens aussi, Benjamin Duhamel, non seulement il m'a fallu ce temps pour faire ce travail, si je reviens aussi, c'est pas pour mener un combat pour moi-même, c'est parce qu'il y a des gens qui le souhaitent et qui, je pense, ont besoin que ce combat politique soit mené. Dans un contexte où, on le voit bien, Emmanuel Macron est en train de laisser le pays en état de ruine sociale, où c'est toujours plus dur pour la grande partie de nos concitoyens, pendant que quelques-uns en profitent toujours davantage. La guerre de succession, c'est vieux comme la politique, Thierry Fabre. Là, on a peut-être un match François Ruffin, Adrien Quatennens, effectivement, qui se profile à l'horizon. Est-ce que c'est aussi l'affrontement de deux lignes politiques? Je ne parle pas de la querelle d'ego classique. Oui, quand François Ruffin affirme dans l'Obs « je suis social-démocrate », il se pose quand même dans une ligne politique qui rejoint un peu Manuel Valls et l'autre gauche. Donc il y a évidemment ce combat. Mais avant de parler de ligne politique dans les années qui vont venir, ça va être un combat terrible, mais un terrible au sein de ce clan. Le problème, pour ceux qui veulent écarter Mélenchon, c'est que Mélenchon est encore aux commandes et il a l'argent du parti. Donc ça va être extrêmement difficile de justement le dégager puisqu'il a les manettes. Je pense que ça va essentiellement se jouer dans les sondages, c'est-à-dire que comme souvent à l'approche des élections, on va voir si un François Ruffin qui commence à monter dans les sondages va s'imposer. Et c'est peut-être ça qui va changer les rapports de force. Mais ça va être terrible. Ce genre d'épisode, on a eu déjà avec Raquel Garrido, on a eu avec Alexis Corbière, c'est-à-dire qui ont été sanctionnés, ça va être sanglant. Puisque Jean-Luc Mélenchon, ceux qui le connaissent bien vous le confirment, il ne va pas lâcher le manche comme ça. Alors qu'il avait dit, vous vous souvenez, faites mieux, c'était sa formule, c'est ça, au soir du premier tour de l'élection présidentielle. On avait le sentiment qu'il allait peut-être un peu passer la main. Est-ce que l'échec de la NUPES, Anne-Charlène Bézina, c'est aussi celui de Jean-Luc Mélenchon ? Je le crois profondément, puisque c'est vraiment avec sa personnalité que la rupture se fait à la suite du conflit israélo-palestinien. Et je crois d'ailleurs qu'on rencontre là la fameuse limite du double discours dont vous parliez tous les deux. C'est qu'au fond, elle n'existe même pas vraiment dans le discours, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est une unanimité dans les votes. Donc, au fond, il n'y a pas besoin de procédure dite majoritaire ou de vote, parce que tout le monde est censé être d'accord dans leur mouvement. C'est ça, en tout cas, la théorie. Et on voit bien, en fait, finalement, ce mythe de la démocratie totale s'effondrer. Parce que cette personnalité-là, elle est absolument indissoluble dans un mouvement qui se veut rendre la parole aux citoyens. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce conflit de personnalité. Mais oui, c'est très intéressant. Et moi, je me pose toujours la question des électeurs de la France Insoumise. Enfin, qui assistent à ces déchirements et qui entendent quand même. Enfin, ils sont forcément sensibles à ces accusations de manque de démocratie, parce que certains le vivent. Quand il y a un très bon article chez nos confrères du Point qui raconte un peu justement les procédures internes. Dès qu'il y en a un ou une qui ose prendre la parole dans un comité local, il est souvent borduré. Donc, quel impact sur les électeurs? Ça fait penser, d'une certaine manière, par certains aspects, au PCF des années 70, des années 80. Vous savez, quand on avait les dissidents qui étaient pointés du doigt et qui étaient mis à l'écart. Effectivement, ça fait penser à ça. Mais moi, je voudrais souligner un autre aspect dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi mis sur la sellette et qui est aussi challengé par la manière dont les événements tournent. C'est la stratégie consistant à tout conflictualiser. C'est la stratégie qu'on a vue dans les débats parlementaires notamment et qu'on a vue dans le positionnement sur un certain nombre de dossiers, consistant à dire tout est politique et tout doit être objet de conflit pour manifester sa position. Qui est une stratégie en réalité de court terme, c'est-à-dire qui peut fonctionner sur un laps de temps extrêmement bref, mais qui, sur une période un peu plus étalée, trouve largement ses limites par le fait qu'elle produit elle-même justement ses propres anticorps dans l'autre sens. Alors, en même temps, il faut faire attention avec Jean-Luc Mélenchon, parce que quand la présidentielle approche, il trouve des ressources et là, il remonte dans les sondages. Et... Donc attention, il n'est jamais mort, ce que je dis. Thierry Fabre, vous êtes d'accord? Absolument. C'est pour ça qu'il faut jusqu'au dernier moment, il faudra voir les sondages. Et effectivement, comme il a envie d'y aller, il faudra voir si les gens oublie justement les dissensions internes. Jusqu'alors, je crois que son image s'est ternie. Mais on peut oublier. Dans 3-4 ans, on oubliera qu'il y a eu cette purge. Et il peut-être remonter. Jusqu'au dernier moment, ça va être extrêmement serré. C'est un match politique assez extraordinaire qui se joue avec quand même des figures qui, dans l'opinion. Ruffin est désormais extrêmement connu. Mais ça va être chaud. Ça va être sanglant. Eh ben, on va suivre ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.